Bonjour à tous et on est parti. Je rappelle la légitimité d'Up2 sur, le monde du commerce, de la performance commerciale. On a un terme qui revient souvent, c'est le terme de la guerre des talents. Avant, je vous disais qu'il manquait 200 000 commerciaux en France. Les choses ont un petit peu changé. Le nombre d'offres, désormais, elle baisse pour les commerciaux. Il y a maintenant 66 CV par offre, donc ça s'inverse un tout petit peu, mais surtout, ce que l'on voit, c'est qu'il y a des profils techniques qui sont particulièrement recherchés par nos clients et que ces profils techniques, eh ben, ils ont tendance à un petit peu plus disparaître. Ils sont beaucoup plus difficiles à trouver. Voilà, c'est un peu la dynamique du moment et notre légitimité de la proposition de valeur d'Up2 sur tous ces segments. Et tous ces segments, les voici. Je pense que si vous êtes ici, bah, c'est que vous êtes un tant soit peu touché par cette force de frappe qui est résumée en quelques chiffres sur la colonne de droite. Le nombre de commerciaux, par exemple, qu'on rencontre par an, 60 000. Le nombre de recrutements aussi qu'on permet par an, vous voyez 2500. Donc, vous devez avoir un petit peu d'assertivité sur le fait qu'on est le premier cabinet de transformation commerciale en France. Et vous êtes aussi ici grâce à Hervé, grâce à Primeum. Et c'est des réponses d'Hervé dont on va surtout profiter aujourd'hui. Pas simplement de moi et de la mise en avant de notre légitimité, vraiment surtout de ses réponses. Et donc, je vais laisser Hervé nous raconter un petit peu quelle est son expérience, quelle est un peu la force aussi de Primeum et la raison de votre présence ici sur ce webinaire et aussi ce que tu fais au quotidien. Voilà. Une première question fleuve, attendez-vous à plein d'autres. Bon, bonjour à tous, ravi de participer à ce webinaire effectivement. Je m'appelle Hervé, je suis directeur associé chez Primeum, chez qui je travaille depuis une petite vingtaine d'années. Primeum est spécialisé sur le sujet de la rémunération variable, sujet éminemment sensible et important pour les populations commerciales. Nous intervenons dans tous les secteurs d'activité, dans le monde entier. Majoritairement sur des populations commerciales. On ne fait pas que ça, mais très majoritairement sur des populations commerciales. Voilà ce qu'on fait. Le sujet qu'on traite au quotidien, c'est comment je fais en sorte de mieux motiver mes équipes, comment j'accompagne, comment je donne un levier de management efficace à mes managers commerciaux pour qu'ils drivent le mieux possible leurs équipes, qu'ils génèrent de la performance. Très bien résumé. Je ne sais pas si tu vas réussir à garder des réponses aussi concises tout au long de notre webinaire parce que vous allez voir, on va évoquer beaucoup de thèmes aujourd'hui. L'enjeu le plus difficile pour nous, ça va être de conserver le timing. On a 6 thèmes dont on va discuter. Je ne vais pas revenir sur chacun de ces thèmes parce que vous les avez sous les yeux et on va tous les traiter un à un aujourd'hui. Mais voilà, on a vraiment une vision assez complète, assez large de la rémunération variable et pourtant, on va tenter de vous donner des réponses exhaustives. Donc, le premier thème, ça va être la checklist. Vous l'avez vu juste avant, je vous le remets une dernière fois avant de passer à notre premier sondage. La checklist, ça va être un peu notre thème le plus justement profond, celui sur lequel il y a le plus de questions. Donc, je vous conseille de vous accrocher rien que pour le début voilà, de cette aventure parce que Hervé a beaucoup de choses à nous apporter dès ce premier thème. Je laisse Fanny répondre aux questions pour que ce soit du replay qui sera disponible sur YouTube et de la présentation. La présentation sera disponible via le replay. Tous les replays sont disponibles sur notre chaîne YouTube. Voilà, je le dirai 1 ou 2 fois dans le webinaire et je laisserai Fanny se charger des autres fois où on posera la question. Voilà. Alors, je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a des sondages, il y a des questions que nous, on veut vous poser avant de se poser les questions qu'on a senties étaient les plus importantes pour vous. Et le premier sondage, la première question qu'on aimerait vous poser, c'est quelle est votre principale difficulté dans la mise en place d'un plan de rémunération attractif? Ça servira aussi à orienter les réponses d'Hervé. Je vais activer ce sondage tout de suite. C'est normal si vous ne le voyez pas encore. Normalement, vous l'avez sous les yeux dès maintenant. Il devrait s'afficher et je vais en profiter pour afficher également les réponses. Elles sont au nombre de 4 et si je ne me trompe pas, ce n'est pas un QCM, c'est un questionnaire à choix unique. Donc est-ce que c'est plutôt trouver le bon équilibre, s'adapter aux attentes des jeunes générations, modifier les équipes tout en contrôlant motiver les équipes pardon, tout en contrôlant les coûts et prendre en compte la future loi du partage de la valeur? Spoiler, évidemment, nous allons traiter chacun de ces thèmes. Donc, eh bien, c'est motiver les équipes tout en contrôlant les coûts. J'avoue, je m'attendais un peu plus à trouver le bon équilibre entre fixe et variable, tu vois? Après tout, c'est peut-être le plus éponyme de notre webinaire, motiver les équipes tout en contrôlant les coûts. Et j'ai déjà 55 réponses et plus encore, donc je vois que vous êtes très interactifs avec nous, ça fait fort plaisir. On va tâcher de conserver ce dynamisme tout au long du webinaire, donc je vais tout de suite partager les résultats. Vous êtes plutôt 75% à avoir choisi motiver les équipes tout en contrôlant les coûts et 20% à avoir choisi trouver le bon équilibre. Je fais vite.
Pardonnez mon rythme, mais c'est parce que j'ai envie de passer tout de suite à ma première question pratique pour qu'on puisse justement adresser vos enjeux. Et la première question pour Hervé, c'est tout simplement: quels sont les premiers éléments essentiels à prendre en compte lorsqu'on débute la construction d'un plan de rémunération? Alors en général, bon, il y a moi je pense que les 1res choses qu'il faut, regarder, c'est, déjà ce qu'on fait, hein. Aujourd'hui, vous avez des plans de rémunération variable sur vos équipes. Il y a probablement des choses qui marchent très, très bien, d'autres qui dysfonctionnent, mais, à minima, essayez de regarder dans ce qu'on fait, les choses qui sont efficaces. Donc tout n'est pas à jeter à la poubelle, hein, il faut bien regarder, ce qui fonctionne. C'est important parce que ça va aussi, rassurer les équipes. C'est-à-dire que oui, on va modifier les plans de rémunération variable, mais ils sont déjà habitués à un certain nombre de choses. Donc, conserver des éléments structurels qui, fonctionnent, bah, c'est probablement une bonne chose sur laquelle il faut capitaliser. Ça, c'est la 1re chose. La 2e chose, et je rebondis sur un peu le quiz là qu'il y avait, bah, oui, motiver les équipes, bah, on veut les motiver dans quel sens, hein? Donc il faut prendre le temps, à mon avis, de bien, identifier des enjeux stratégiques. C'est quoi de levier de croissance? Qu'est-ce qui va créer de la valeur plus tard? Et donc ça, c'est un élément important de prendre le temps de la réflexion. C'est-à-dire: «OK, on veut les motiver, mais dans quelle direction?» Et ça, c'est souvent quelque chose que nos clients ont tendance un peu à oublier, hein, de prendre le temps de cette réflexion qui est d'ordre stratégique, hein. Quelle est la traduction concrète de ma stratégie commerciale? Il y a un 3e élément, heu, c'est, prendre bien en considération la qualité du management. C'est quelque chose, voilà, un plan de rémunération variable, il est fait pour aider le manager. Il ne doit pas remplacer le manager, c'est une très, très mauvaise idée. Par contre, il doit aider le manager dans son, travail au quotidien. Le manager, il a pour objet, 1er, bah, d'accompagner ses équipes, de les faire grandir, de les motiver effectivement, et donc ce plan de rémunération variable, il doit les aider là-dedans. Est-ce que nos managers, ils en comprennent les arcanes? Est-ce qu'ils sont alignés avec ça? Est-ce qu'ils ont aussi, le courage managérial qui va permettre de mettre en place la tension et la motivation nécessaires à l'obtention des performances? C'est ces choses-là qu'il faut vraiment se poser. Il y avait une chose que tu m'avais dit en parlant justement de ça et que je répète, à qui bon vouloir depuis notre répétition pour ce webinaire, c'est à quel point en fait la mise en place d'un plan de variable reflète parfaitement les enjeux d'une entreprise. Que ce soit par exemple dans la prise de nouveaux rendez-vous, bah, ça veut dire que vous souhaitez avoir, des new logos, ou que ce soit dans la conversion finale, à la fin, bah, ça c'est parce que la dernière étape du cycle de vente est importante. C'est extrêmement synonyme en fait de la stratégie qu'on veut développer, de mettre en place certains objectifs ou pas. Ouais, tout à fait. Donc, on constate assez souvent, des, sociétés dans lesquelles le plan de rémunération variable n'a pas évolué depuis, 10 ou 15 ans, mais entre-temps, il y a eu, 3 réorganisations, 2 changements de management, 3 plans stratégiques, et cetera, et cetera. Donc, bah, évidemment, il faut absolument s'assurer qu'il y a un fort alignement entre la stratégie de l'entreprise et, la structure du plan de rémunération variable, et ça doit se décliner population par population, hein. Les enjeux stratégiques que j'ai adressés, sur une population de chasseurs ou sur une population de farmers, bah, c'est peut-être pas les mêmes. Donc, il faut s'assurer effectivement, de ça. C'est le 2e point que j'ai évoqué, hein, s'assurer d'un bon alignement. Et on voit souvent, voilà, des sociétés dans lesquelles on n'a pas fait évoluer le plan de prime parce que, bah, c'était trop compliqué, c'était socialement, difficile, et c'était managérialement compliqué. Beh, finalement, on se retrouve avec des choses qui disent l'inverse de ce qu'on raconte aux équipes, quotidiennement. Et tu disais, le piège, c'est de croire qu'on peut remplacer ses managers par un système de primes. Ça c'est quelque chose que tu peux retrouver souvent, de penser qu'en fait, on va promouvoir un manager qui était un excellent commercial, qui est peut-être un moins bon manager, et de penser qu'en fait, l'appât du gain va être la seule carotte nécessaire au développement et à la pérennisation de sa force commerciale? Ouais, oui, ça c'est un grand défaut qu'on rencontre dans les organisations. Effectivement, un bon manager est pas et un bon commercial n'est pas forcément un bon manager, et inversement. Ça, on oublie, souvent, le cas inverse. On peut avoir de très, très bons managers qui sont de mauvais commerciaux, c'est pas très, très grave. Chacun son métier, j'ai envie de dire. Et effectivement, un plan de rémunération variable, il va pas, corriger, les éventuelles défaillances du management, il va pas les remplacer non plus. Un manager, il s'occupe de bien plus que juste, faire la checklist de ce qu'il faut, faire tous les matins, se coiffer, s'habiller, aller voir les clients, et cetera. Bah, oui, il y a plein de choses que le manager, il traite en plus de ce qui est marqué dans le plan de rémunération. Une des grandes tentations, c'est effectivement de manager par la prime, hein. C'est de faire un plan de rémunération variable qui soit un peu un millefeuille, hein, dans lequel je vais mettre à peu près toutes les priorités que j'ai. Et puis, bah, au final, on se rend compte que, bah, 15 priorités,
ça fait pas des priorités de zinc, hein, c'est trop, confusionnant. Les équipes, elles vont faire, le panier de la ménagère là-dedans et dire: «Bon OK, moi je vais prendre les 5 ou 6 critères qui m'arrangent et puis les 10 autres, je sais». J'arrête de dire spoiler, mais entre millefeuille et panier de la ménagère, je reconnais des termes qu'on va réutiliser dans nos questions suivantes. Donc je fais avancer, les choses. Deuxième question de ce premier thème, la checklist. Quelles sont les meilleures pratiques pour définir un poids de variable suffisamment, attractif? Alors, je dirais qu'il y a pas de bonne pratique, enfin il y a pas de pratique générale, il y a pas une réponse, qui marche à tous les coups. Ça, c'est pas vrai. En fait, ça va dépendre énormément du secteur d'activité dans lequel on est. Il y a des pratiques de marché et ça va aussi, beaucoup dépendre, on le verra tout à l'heure, du pays, dans lequel on est, hein. Il y a entre, ce qu'on va faire, en Thaïlande et ce qu'on va faire au Danemark, c'est pas du tout, les mêmes facteurs. Donc, il faut prendre en compte, bah, vraiment, la réalité, de son marché, pour, pas être en trop fort décalage. Alors on peut être un peu en décalage, mais en trop fort décalage, ça va finir par se. Et je t'avais demandé aussi ça, c'est un fixe égal pour tous, finalement, c'est un fixe qui est inéquitable. C'est Alors au début, j'avais eu du mal à saisir et puis ensuite tu l'as bien expliqué, c'est en fonction de l'expérience, grosso modo. ouais, alors il faut pas confondre égalitarisme et équité, hein, c'est pas la même chose. Différent. Comme médiane et moyenne, on en reparlera. On en reparlera. Bah, la rémunération fixe, elle est là pour reconnaître, l'expérience, l'ancienneté, le professionnalisme. Donc avoir c'est quelque chose qu'on rencontre aussi souvent, hein, avoir des fixes absolument identiques sur la totalité de ma population, bah, ça reflète pas ces écarts de, professionnalisme entre les collaborateurs. Nous, de notre point de vue, la première chose à faire, c'est de s'assurer qu'on a un fixe qui est correctement fabriqué, quoi. Si, tout le monde gagne, le minimum de la convention collective, bah, ça marche pas vraiment en réalité, quoi. Parce que, bah, c'est vécu comme étant, totalement injuste, hein, de la part des équipes. Donc, ça, c'est effectivement une première chose à vérifier. Est-ce qu'on a un fixe qui est correctement structuré? Ensuite, on peut réfléchir aux variables. C'est un point, important parce que, sur le long terme, hein, les équipes, elles vont se rendre compte que, bah, finalement, j'ai 20 ans d'expérience et j'ai un petit jeune qui vient d'arriver. On a le même fixe, c'est pas tout à fait normal. Oui, bien sûr, les collaborateurs, ils parlent de leurs variables, c'est évident et c'est même, c'est même intrinsèque à la fonction commerciale. Ça doit refléter purement et uniquement le niveau de performance. Si c'est, la fidélité à l'entreprise, bah, ça doit être intégré dans le fixe. Il y avait un petit ratio, je te laisse, consulter tes notes pour être sûr qu'on rate rien de tout ce que tu nous as préparé comme, mine d'or d'informations et de conseils, mais il y avait un petit ratio, un petit rapport de force qu'il fallait pas oublier. On va revenir sur l'expression du millefeuille que tu évoquais tout à l'heure. Le variable cible, on reviendra sur la définition également. Le variable cible, donc celui qu'on promet finalement à notre force de vente, ce référentiel psychologique que tu évoqueras, il doit être entre 10 et 45. Tu peux Ouais, nous expliquer pourquoi? si on en fait, on réfléchit tous en termes de motivation, par rapport à notre fixe, hein. Si j'ai un salaire de trader ou si je suis au SMIC, bah, 100 €, ça vaut pas la même chose. Donc, on va toujours, relativiser, notre montant de rémunération variable par rapport à notre salaire fixe. C'est tout à fait naturel. C'est ce qui va rendre plus ou moins risqué mon package de rémunération totale. Donc c'est évidemment en fonction de ce truc-là qu'on La va réfléchir. fameuse, tension du variable. Exactement. Donc, j'ai envie de dire, en dessous de 10 on constate très clairement que c'est un poids qui est insuffisant pour générer de la motivation et on parle bien de motivation, hein, on ne parle pas de récompense, on parle bien de motivation. Hem, 10 ça va représenter à peu près un mois de salaire, hein, c'est 8 c'est un mois. Je ne vais pas, fondamentalement changer mon comportement tout au long du trimestre, de l'année, pour aller chercher quelque chose qui pèse un mois de variable. Si ça passe pas trop loin, bah oui, je vais peut-être essayer de tendre le bras pour l'attraper, mais radicalement, je vais pas modifier mon comportement. Au-dessus donc ça, c'est vraiment la limite basse en dessous de laquelle il faut pas descendre. Au-dessus, de 45-50, on constate régulièrement des problématiques de, hem, en fait, c'est pas tenable de faire varier réellement, la moitié de mon package de rémunération. On va trouver par des effets, de millefeuille par exemple, ou par des effets de faible mise en tension du dispositif, on va combler une problématique qui est que, je ne peux pas faire passer ce variable par 0 tous les mois, c'est pas possible. Parce que managérialement c'est intenable, parce que socialement c'est intenable. Enfin, il y a des tas de raisons qui, font qu'en réalité, un poids de variable qui est trop élevé, il finit par plus varier. On a fait une étude aussi, on a constaté que, effectivement, au-delà de 40-45 on constate une partie significative de ce qui est appelé variable, qui ne l'est pas réellement.
Tous les Une mois, prime, une prime parce qu'il y a pas eu de prime ou des choses comme ça, tu vois? des Des choses choses dans tout ça, ouais, on a vu, on a constaté des primes de pas de primes. pas ça. Ou dans des choses qui font que, bah, oui, quel que soit le niveau de chiffre d'affaires, on paye au minimum 20 ou quelque chose comme ça. Donc c'est extrêmement difficile socialement dans nos enfin dans nos contextes, de faire réellement varier à quelque chose qui est trop important. Après, tu reviendras à l'international sur pourquoi est-ce que ça peut marcher dans d'autres cultures, dans d'autres entreprises, dans d'autres secteurs d'activité. Je reviens rapidement sur une quote, même si on l'a pas vraiment évoquée aujourd'hui. Les chasseurs doivent avoir un variable plus élevé que les cueilleurs. Bon, rapidement, ça paraît logique dit comme ça? Ça paraît assez logique. En fait, ce qu'il faut se poser comme question quand on définit l'équilibre entre le fixe et le variable, c'est à quel point, telle ou telle population va avoir un impact crucial sur la performance de l'entreprise. Bah oui, un chasseur, c'est souvent, plus important en termes de génération de résultats, qu'un cueilleur. Donc en général, on met des poids de variables plus importants. Et puis, c'est aussi des populations qui sont plus attirées par ça. Donc on a raison de leur mettre un poids de variable supérieur. En parallèle, hein, des managers commerciaux, ils doivent en proportion, hein, du package total, hein, donc je dis pas que c'est forcément un montant en euros qui est plus faible, mais un manager commercial, il a un impact qui est plus indirect sur les performances. C'est pas lui qui voit les clients directement, c'est plutôt ses équipes. Normalement, on se retrouve avec un poids de variable pour des managers qui sont plus faibles que Mmh. vos équipes. Bien sûr. Et d'ailleurs, c'est bien parce que tu me prends un petit peu de cours. J'avais prévu une question improvisée à ce moment-là, que je ne t'avais pas transmis avant, sur justement les managers commerciaux. Selon toi, est-ce qu'il y a un bon tips pour les objectiver justement? C'est les objectiver du coup avec une tension un peu plus faible, un ratio un peu plus inférieur sur le variable et il faut les objectiver sur les performances de leur équipe, grosso modo? Oui, alors effectivement, en fait, il y a 2 cas de figure, hein. Soit on va avoir des managers qui sont estampillés comme étant des managers, mais qui sont en réalité dans l'organisation plutôt des super vendeurs. Auquel cas, bon, ben, on va leur faire un système de variables qui est, un peu de la même Mentor mais gonche. que ce qu'on a. Si c'est des réels managers commerciaux, ils ont une équipe de 7, 8, 10 personnes et leur, seul et unique, métier, c'est vraiment de les manager. Mmh. Bah, oui, les rémunérer sur, des objectifs qui sont communs à l'ensemble de l'équipe, ça a tout à fait du sens. On peut même voir des choses du type, je vais rémunérer mon manager en fonction du pourcentage de l'équipe qui atteint ses objectifs. Ça, c'est des indicateurs de management qui sont intéressants. Et qui sont assez courants, je crois. On passe à notre troisième question, toujours sur ce thème très important de la checklist avec lequel on voulait commencer pour tâcher de répondre à une majorité de vos enjeux. Je rappelle que si vous avez des enjeux plus individuels, bah, vous pouvez poser des questions dans les questions et réponses auxquelles on sera ravi de répondre, enfin auxquelles Hervé sera ravi de répondre. Comment adapter cette balance fixe-variable, cette fameuse tension dont on parlait, selon le niveau d'expérience du commercial? Et toi, tu me disais, il y a 2 cas de figure, un petit peu comme le manager tout à l'heure. Alors, en fait, les cas de figure qui vont se poser, c'est soit au sein d'une, population, d'une équipe, je sais pas, j'ai mes commerciaux, de tel type, hem, soit à l'intérieur de cette catégorie de collaborateurs, j'ai des fixes qui sont relativement homogènes. Alors j'ai des écarts, bien sûr, mais j'ai finalement des fixes qui sont assez homogènes. Ben, dans ce cas-là, on peut assez facilement définir une prime cible et on reviendra tout à l'heure sur ce que c'est qu'une prime cible. On a la possibilité de définir une prime cible en montant, en euros. On dit: «Bah, voilà, le métier de commercial bidule, c'est, 10 000 €, c'est 8 000 € de prime cible». Ça marche très, très bien, c'est simple à communiquer, ça a un impact fort sur la psychologie des collaborateurs. Donc c'est très, pratique. Le fait d'annoncer cette prime cible, ça a déjà un pouvoir motivationnel en soi. L'autre cas de figure qu'on rencontre aussi dans les sociétés qui sont, par exemple, issues de la fusion de différentes, acquisitions, par exemple, on peut se retrouver avec des politiques de rémunération qui ont été très différentes en fonction des acquisitions. On a souvent ce cas dans, par exemple, la téléphonie, l'IT, des choses comme ça, où c'est, des rachats successifs qui ont constitué la force de vente. Et dans ce cas-là, on peut avoir des commerciaux qui ont rigoureusement la fiche de poste, mais sur lesquels, bah, les salaires fixes sont très, très différenciés. Dans ce cas-là, bah, c'est la même réflexion que tout à l'heure, hein. Ce qui importe, c'est à quel point notre package de rémunération, il est risqué. On peut exprimer dans ce cas-là la prime cible comme étant un pourcentage du salaire ou un nombre de mois de salaire, ça marche pareil. Ça permet d'avoir, voilà, un équilibre chiffre variable qui va être homogène sur l'ensemble de la population. Si dans une population, j'en ai qui sont avec 10 de variables et d'autres qui sont avec 40, on va générer exactement le même niveau de motivation entre les collaborateurs. Ça, c'est le premier cas de figure. Le deuxième cas, bah, c'est ce que j'évoquais. Enfin oui, c'est fixe homogène ou c'est fixe hétérogène.
Ce ratio, hein, il est vraiment là pour mesurer à quel point on a de la tension à l'intérieur du mécanisme, à quel point mon package il est risqué. Il faut que ça soit suffisamment risqué pour que ça génère un intérêt à agir, hein. La motivation, c'est de là que ça vient, hein. C'est le risque de perdre et la perspective de gagner beaucoup. Ces choses-là, ça se mesure effectivement en pourcentage par rapport au fixe. Très bien. On a parlé de la tension un peu avant. On est à notre quatrième question, presque à un quart de toutes nos questions, sachant que les premières sont un petit peu plus, importantes. Est-ce qu'il y a des erreurs classiques que tu vois fréquemment quand on tente de définir justement cette balance, variable fixe, pour la première fois? Les erreurs les plus courantes que tu Ouais, peux voir? on l'a déjà un peu évoqué, hein, C'est les tentations que tu évoquais. des tentations effectivement qui sont grandes pour un dirigeant ou pour un directeur commercial, c'est de dire: «OK, je mets le même fixe pour tous». Donc on a vu tout à l'heure que ça fonctionnait pas vraiment parce que, sur le long terme, on va, compenser, les manquements du salaire fixe par des systèmes de commissions qui sont finalement récurrents pour les plus gros contributeurs. Ça va être des choses comme ça et puis Égalité n'est pas forcément équité. égalité, équité, c'est toujours le même problème. Il y a, derrière cette tentation, c'est le fait de dire: «Bah, finalement, ils ont tous les mêmes compétences, donc je les rémunère exactement au même niveau», mais en réalité, c'est pas vrai. On va essayer de maquiller, ces manquements, par, typiquement des commissions sur des choses récurrentes. Ça fonctionne pas parce qu'on est en train de créer une rente de situation et donc on est en train de créer un trop grand confort pour un certain nombre de collaborateurs et inversement, d'autres, eux, ils sont pas du tout dans une zone de confort et ils vont se retrouver avec, un peu trop de variables par rapport à leur fixe. Donc ça, c'est un vrai problème. Le maximum de variables, c'est le plus de 45 dont on parlait tout à l'heure. Dont on parlait tout à l'heure, Très millefeuille. croire alors c'est soit, afficher beaucoup de variables, soit afficher des montants maximum qui sont extrêmement élevés, mais qui sont totalement inatteignables. Ça, en fait, il y a pas pire que l'effet déceptif là-dessus. C'est-à-dire, oui, oui, on m'a promis une énorme carotte si je suis, J'ai une petite super. quote de toi. Manager à la carotte du variable en lieu et place du manager et la stratégie du commercial va être de faire sa sélection personnelle. Ouais. C'est ce que tu disais en disant le panier tout à l'heure, en sélectionnant son panier et ça peut déséquilibrer les priorités. Effectivement, hein, c'est naturel, hein, si, demain on me propose un plan de rémunération variable dans lequel il y a 15 critères, moi je vais considérer que je peux pas être bon partout et donc je vais sélectionner le critère 1, le 8, le 14 et le 12. Et peut-être que mon camarade d'à côté, il va en sélectionner d'autres et cetera et cetera. Donc au final, la somme des intérêts personnels, c'est totalement improbable que ça corresponde aux intérêts de l'entreprise. Donc on va, disséminer comme ça un peu les forces, les gens vont courir un peu dans tous les sens et au final, voilà, ça crée pas d'énergie, positive. Il va y avoir une dispersion, hein, des efforts et on va diminuer très significativement l'efficacité de notre force commerciale. Clair et net. On passe à notre prochaine question et surtout à notre prochain thème. On avait dit qu'il y avait des différences culturelles qu'on pouvait constater ailleurs, qui pouvaient aussi peut-être un peu nous inspirer. Donc c'est ça, ce deuxième sous-thème, toujours dans la checklist, parce que ça donne un petit peu plus d'informations, justement, comme je vous le disais, d'inspiration. La comparaison internationale, comment est-ce que ça fonctionne ailleurs? Tu l'as dit, vous travaillez un petit peu partout autour du monde. Toi, tu as eu la chance d'avoir aussi un mix un petit peu multiculturel dans ton expérience professionnelle. Qu'est-ce que tu en as tiré? Et donc, comment le modèle de rémunération des commerciaux varie entre les différents pays? Oui, effectivement, on a la chance d'intervenir vraiment dans toutes les zones, géographiques du monde, hein, que ça soit, du, Japon au Chili, des États-Unis, à l'Inde. Donc, vraiment, on a vu, beaucoup, beaucoup, de cas, différents. Alors, c'est extrêmement enrichissant sur nos pratiques, françaises, hein, c'est très intéressant pour ça, parce que ça met en perspective des choses qu'on considère comme étant, évidentes, acquises, une forme de croyance et puis, finalement, c'est assez chamboulé. Je me sou Alors une petite anecdote, hein, quand même pour l'histoire. Je me souviens d'un plan de rémunération variable que j'ai vu en Chine, qui était décrit sur un document de 20 pages. Je dis: «Mais ouais, mais c'est vachement compliqué» et puis, la personne, le chinois en face qui me répond: Peut-être pour vous c'est compliqué, mais pour nous, non». Ah oui, donc c'est vrai que ça bouscule un peu nos certitudes, c'est assez intéressant. La culture sur le variable en Chine, par exemple, totalement appropriée. Exactement et donc voilà, en fait, c'est quelque chose dont il faut, prendre en considération. Oui, peut-être qu'un variable qui nous semble compliqué, ça peut ne pas être le cas pour quelqu'un. Parce que ça fait totalement partie, finalement, de l'organisation sociétale. Non. Là, cette justification, va être vécue comme effectivement quelque chose de positif pour eux. Pour nous, qui sommes à la recherche d'efficacité et de simplicité, eux, en fait, ils ont pas du tout ce problème-là, en fait, donc c'est assez intéressant.
Oui, c'est très lié à la culture du pays et je vais vous citer quelques exemples qui sont assez, frappants et qui peuvent nous mettre un peu en perspective. On en reparlera tout à l'heure. À propos de la suppression du variable, c'est des choses assez intéressantes. On a des marchés qui sont extrêmement dynamiques, par exemple la Chine, par exemple l'Inde, dans lequel, bah, oui, effectivement, on a des taux de croissance qui font 30, 40, 50%. Ça fait bien longtemps que dans nos pays, on voit plus ça. Donc pour eux, bah, il n'y a pas de problème fondamental à avoir un très fort poids du variable. C'est une pratique extrêmement courante dans ces pays-là que d'avoir dans l'Asie, du Sud-Est, hein, des pratiques à hauteur de 50% de variable, ça leur pose pas de problème. Vraiment, c'est Voire plus. voire plus, ouais, ouais. Et ça pose pas de problème parce qu'effectivement, quand j'ai 40% de croissance, bah oui, on peut payer du variable. Et un C'est fixe tout à très fait faible aussi. et surtout un fixe très faible. C'est une pratique de marché. Si on se met en défaut par rapport à cette pratique de marché, on va s'attirer, de gros problèmes, hein. Je vais pas avoir de turnover du tout dans ma force de vente, c'est pas non plus un bon signe ça. Donc c'est important aussi quand même de prendre en considération ces pratiques de marché. Inversement, hein, si je vais en Suède ou en Finlande, 50% de variable, c'est juste pas entendable, hein. Culturellement, c'est pas possible. Mais là, le fixe, Là, le fixe est beaucoup plus élevé, hein, une force de vente, ça coûte beaucoup plus cher, quand on est en Finlande que quand on est en Thaïlande, ça c'est évident. Mais ça doit être reflété aussi, alors, on achète plus cher des compétences qui sont là aussi. On a, des métiers commerciaux qui sont, plus c'est techniques, ça. Je crois qu'on allait en parler après, mais c'est important de le dire. compétences sur Un reflet, de choses. c'est un reflet de la culture et de l'évolution et de la croissance de l'IDH pratiquement aussi du pays. On va être dans un marché en forte croissance, donc l'acquisition va être extrêmement importante, là où la spécificité technique et le fameux value selling, la vente de valeur, donc l'apport de ces compétences-là, va être valorisé de manière beaucoup plus localisée, moins homogène, grosso modo. Tout à fait. Et puis, on va être dans des métiers commerciaux qui sont beaucoup plus complexes. Donc, bah oui, ça se reflète, ça s'achète dans un salaire fixe élevé. Et comme, malheureusement, ça peut pas monter jusqu'au ciel, forcément, le variable, il est un peu réduit. Et enfin, tu m'avais dit la culture de l'égalitarisme. Ça, je crois que c'est certains pays de l'ex-ère soviétique particulièrement. Ouais, Ça, c'est un effectivement. vraiment la politique historique de ces pays. Oui, il y a un élément vraiment culturel, hein, là-dedans. On a fait, des projets en Ukraine, au Kazakhstan, des pays comme ça, dans lequel, bah, créer une très, très forte différenciation entre les collaborateurs, c'est pas entendable culturellement, c'est difficile. Inversement, aux États-Unis, on va se retrouver ça fait partie du rêve américain, donc c'est vraiment là dans la culture, c'est très encouragé que d'avoir des, collaborateurs qui gagnent plus que le PDG et en fait, tout le monde est très confortable avec ça. Ça fait vraiment partie de leur culture. C'est un élément, capital, dans la constitution de la société, donc ça doit être possible. Nous, si on fait ça, dans un quelconque pays autour de la Méditerranée, c'est impossible, hein. Oui, c'est assez rare. Le patron, il doit gagner plus quand il Et arrive. on le voit dans le journal, grosso modo aussi. C'est exactement. On va le voir dans le journal, effectivement. Donc n'hésitez pas, si jamais c'est le cas chez vous, si vous êtes l'une de ces exceptions, à nous le dire dans le chat, je serais intéressé de savoir. Ça m'étonnerait, mais ce serait intéressant de le savoir. Il y avait un autre truc qui était Ouais. assez intéressant, ça va faire écho aussi à quelque chose dont on va parler plus tard, c'est, la part du collectif. Dans nos sociétés, occidentales, on est très individualiste. On peut avoir un avis là-dessus, mais alors la réalité, c'est qu'on est très individualiste et donc le système de rémunération variable, ils sont 100% individualisés dans la majeure partie des cas. Il y a des sociétés, il y a des cultures, par exemple au LATAM, dans lequel, bah oui, l'appartenance à une communauté, c'est quelque chose d'important, c'est quelque chose de culturel et ça doit être reflété dans les systèmes de rémunération variable. Ça, là aussi, c'est un peu un changement d'habitude. On se dit, nous, bah non, plus c'est individuel, mieux c'est. La réalité, c'est que dans certains, pays, on a besoin de mettre une dose de collectif parce que, bah, l'appartenance à une équipe, c'est important et on va s'entraider et cetera et cetera. Donc, bah, c'est aussi des choses qui, sont intéressantes à regarder dans d'autres pays parce que ça bouscule un peu nos habitudes. Et puis ça peut aussi peut-être nous inspirer et c'est le sujet de notre prochaine question. Voilà, on a fait une petite overview culturelle. J'espère que vous êtes toujours avec nous sur, cette espèce de point de vue pour essayer justement d'en tirer des bonnes pratiques. Donc quelles sont les pratiques internationales que toi, tu peux essayer de trouver inspirantes, adaptables, efficaces pour le marché français? Alors, moi, ce que je retiens de ces expériences internationales, c'est, de sortir un peu du tabou, de l'argent. En France, particulièrement en France, hein, c'est moins le cas, dans les pays anglo-saxons, mais en tout cas en France, le tabou de l'argent, bah, il faut sortir. Alors les jeunes générations sont moins dans ce cas-là, mais on a quand même une culture dans laquelle l'argent est un peu tabou. La pudeur latine. La pudeur, ouais, exactement. Hem,
Dans d'autres pays, ben, la rémunération variable, nous, on le voit, c'est quand même plus vécu comme étant quelque part une fête, quoi. Il y a un Ce que il y a tu un m'avais côté un dit, peu waouh, je me l'étais noté en qui est qui est assez intéressant et je trouve que c'est dommage de pas en faire un événement, enfin un levier de management qui soit, voilà, énergisant quelque part, quoi. Voilà, faut qu'il y ait un côté waouh, faut qu'il y ait un côté entraînant. le fameux gong dans l'équipe commerciale quand quelqu'un Exactement, ouais, ouais, ça, c'est des choses qui se voient de plus en plus et je trouve que c'est une pratique qui est intéressante. Quand je vois des documents de présentation, des, systèmes de rémunération variable en France, c'est hyper austère. Quand on voit, ce que font des gens au Mexique, il y a, des étoiles, il y a, des couleurs partout. Enfin, voilà, c'est vraiment plus, la communication autour de ça, elle est vraiment plus intéressante. Il y a un autre truc sur lequel nous, on est extrêmement frileux, ouais, en Europe, on va dire quoi, c'est, le de déplafonner les variables. Il m'arrive très souvent, d'interpeller, nos clients sur le fait, bah, pourquoi vous plafonnez les variables? Est-ce que vous avez une raison, particulière de, plafonner une variable? Dans, allez, 8 cas sur 10, la réponse c'est non, on n'a pas de raison en fait. Plus on vend, plus on est content, quoi. Alors, il y a des cas où c'est pas vrai, hein. Si je vends des avions chez Airbus, je suis content quand même que ça plafonne à un moment parce que j'ai pas la chaîne de production qui permet de le faire. Mais, voilà, je pense que dans une très, très grande partie des cas, il faut pas avoir peur de déplafonner les variables. Alors, il faut faire attention à ce que ça soit sous contrôle budgétaire. Il faut faire attention à ce que ça génère pas des comportements, qui sont, néfastes. Mais, je pense qu'il faut vraiment se réinterroger là-dessus. On a une trop forte tendance, de mon point de vue, à plafonner les variables. j'aurais pu poser cette question d'ailleurs dans les sondages, mais elle n'y est pas. Donc n'hésitez pas à nous dire dans le chat. Je vois Fanny aussi qui essaie de vous garder en tension, un mot qu'on évoquait tout à l'heure, pour essayer de nous dire si vous avez plafonné, déplafonné votre variable. On passe à notre prochain sous-thème après cette petite extraspection internationale, faire la différence entre variable moyen et variable visée. Là, on va rentrer un peu dans les termes mathématiques, donc je vais prier Hervé de faire aussi vite et vulgarisateur que possible pour essayer de conserver votre attention et surtout passer à tous les thèmes que vous nous avez suggérés hein, dans l'amont de ce webinaire à travers toutes les interactions qu'on a pu avoir sur nos études, sur nos questionnaires, sur tout simplement nos interactions en général. Et ce prochain sous-thème, donc, c'est la différence entre prime cible et prime moyenne. Alors, la prime cible, c'est le montant qui est annoncé par le système de rémunération variable. On en a parlé tout à l'heure avec l'équilibre entre le fixe et le variable. Alors, ça porte des noms différents, hein. Ça peut être la prime standard, bon, etc. Ce que c'est vraiment la prime à l'atteinte des performances qui sont attendues par l'entreprise. C'est du chiffre d'affaires, c'est de la marge, c'est de la satisfaction client, c'est du nombre de nouveaux clients, que sais-je, ça m'est égal. Mais en tout cas, ça doit être annoncé très clairement par le système de rémunération variable. De temps en temps, c'est plus compliqué. Quand on dit, bah, c'est 10 € par nouveau contrat, bah, c'est pas clair. On en attend combien? 1, 2, 10, 5 ou 50? C'est pas forcément clair. Est-ce que ça augmente au bout d'un moment? Voilà, mais en tout cas, annoncer très clairement ce qui est attendu, ce qu'on considère comme étant une performance normale, c'est important parce que ça va permettre de fixer un référentiel dans, la, tête du collaborateur. Et ça, c'est un élément constitutif de la motivation. Le référentiel psychologique que va avoir, le collaborateur, il est capital dans la génération de la motivation. C'est pas pareil que la prime moyenne. La prime moyenne, elle est impactée par tas de trucs. Bah, les performances, hein, si j'ai des très bonnes performances, globalement, au sein de mon réseau, et ben, la prime moyenne, elle va être supérieure à la Bah, bien sûr. normalement. Si j'ai des mauvaises performances, c'est l'inverse. La prime moyenne, elle va aussi être impactée par le mécanisme de rémunération variable. Si j'ai des systèmes de primes qui sont fondamentalement sous-distributeurs, c'est-à-dire qu'en fait, ils rémunèrent moins que ce qu'ils annoncent, les top performers peuvent gagner 20% de plus que la cible et les moins bons performeurs, bah, ils gagnent 0. Bah, on voit bien que là, la surperformance, elle est moins bien rémunérée que ce que la sous-performance est sanctionnée. Donc ça va générer des effets dans lesquels, bah, finalement, le collaborateur, il va se rendre compte que, ça paye pas ce que ça dit, quoi. Et ça, on en parlait tout à l'heure, l'effet déceptif, c'est la catastrophe, hein. Là, on Ouais, est sous une chaîne de démotivation. surtout en 2024, quand on a vraiment besoin de ce why, on en reparlera tout à l'heure, not seulement pour les jeunes générations, mais pour toutes ces équipes, pour donner cette transparence-là qui est nécessaire. Tu avais quelque chose, je peux passer à ma prochaine question? J'avais quand même un petit truc à rajouter, qui me revient en tête, c'est quand on parlait variable moyenne, variable médian, c'est là où c'est peut-être plus intéressant de faire appel au variable médian, mais bon, ça dépend finalement du champ, de l'échantillon disponible dans la force de vente, donc il faut faire un petit peu attention. Je réponds rapidement, sur le chat. Oui, on répondra ensuite aux questions, on va tâcher de le faire entre 12h15 et 12h30.
worst case scenario, c'est-à-dire si on n'a pas fini avant toutes les réponses de Hervé. Et merci d'avoir donné un petit peu, vous, votre température sur le fait que la plupart d'entre eux n'ont pas de plafond, mais c'est en tout cas ceux qui ont continué de répondre dans le chat. Et on a mis des sondages, Charles. Il y en a encore 2 autres, donc vous allez pouvoir répondre à des sondages. J'interagirai pas trop avec le chat au fur et à mesure de la présentation, mais de temps à autre, parce que Fanny est déjà là pour le faire. Merci à elle. Et comme ça, on se concentre sur les questions que j'ai pour Hervé, pour le coup. Mais je vois ce que vous nous écrivez, en tout cas, si jamais il y a quoi que ce soit de vraiment primordial à relever en direct. Notre 8e question, on est presque à 50%, on parlait de pourcentage tout à l'heure. Quelle est la différence entre prime cible et prime maximale? Bon, ça, je pense qu'on a en tête tous la différence entre la prime cible et la prime maximale. Ce sur quoi je veux alerter, c'est de faire attention en termes de communication à ne pas avoir voilà, des communications excessives sur le niveau de la prime maximale. Les 2 choses sont importantes, effectivement. Bien sûr, la prime cible, c'est ce que j'attends d'un de mes collaborateurs et s'il surperforme, évidemment, il va bénéficier de la prime maximale. Mais on voit assez régulièrement des systèmes de rémunération variable qui ne communiquent que sur la prime maximum. Oui, vous allez être capable de gagner 50% de votre salaire en prime. Bah ouais, mais si dans la réalité, je peux faire 50% au maximum ou moins, bah en moyenne, les gens vont se rendre compte qu'ils ne gagnent pas ce maximum. Donc ça va générer une forte déception parce qu'on a un décalage entre le référentiel psychologique que j'évoquais tout à l'heure et la réalité de ce qu'on joue. Donc ça, c'est un premier point qui est important entre la prime maximale et la prime cible. Faire attention à notre communication. Les 2 choses sont importantes, le cible, le max. Et tu as une recommandation pour la connaissance de la prime maximale? Ça, je voulais vous le donner, c'était important de vous la mettre. Je sais que ces conseils les plus concrets, les plus opérationnels possibles, c'est le plus important. Donc, à minima 2 fois plus élevé que la prime cible? Oui, et si on se dit, bah voilà, la prime cible, c'est 10 000 €, et je veux que le collaborateur, il ait la perception qu'il a la possibilité de gagner 20 000 €. C'est important de pouvoir faire x2. Alors, pourquoi c'est important de faire x2? Bah parce que le système de rémunération, il va faire en sorte que quand on est contre-performant, on perd les 10 000 € quelque part. Donc, on évoquait tout à l'heure le risque de perdre et la perspective de gagner beaucoup. Il faut que ces choses-là, elles soient à un minima contrebalancées. Si j'ai la possibilité de perdre mes 10 000 €, bah, je dois avoir la capacité à gagner 10 000 € de plus aussi. Si vous avez un jeu de poker dans lequel on mise 100 et qu'on peut gagner 120 ou tout perdre, bah, vous allez jouer une fois ou deux, mais après c'est fini, quoi. Bah, c'est exactement la même chose ici. Il faut qu'on ait la capacité de au moins doubler et si possible déplafonner. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est le thème de notre webinaire, c'est renforcer les performances en proposant quelque chose de pertinent. Donc là, on tient tout à fait là-dedans. Ton exemple, il est entre guillemets caricatural, mais ça donne bien l'idée finalement pour que vous compreniez l'intérêt de s'investir, et ça revient au panier dont tu parlais tout à l'heure, où le commercial peut choisir quand il y a un millefeuille, et ça permet pas de renforcer l'intégralité de vos enjeux, et c'est là où c'est le plus important. Il y avait aussi quelque chose que tu m'avais dit, et je me le suis noté, c'est une quote, je me la suis notée dans mes notes, vous la lis: «L'énorme carotte que personne ne touche jamais ne fait courir personne. Une communication excessive sur un montant max qui est difficile à atteindre va générer une constante déception». Ça rejoint ce que tu Oui, disais. il y a un mois ou deux, je voyais un plan de prime aux États-Unis qui annonçait x4, x5 sur la prime maximale. Quand on regardait les données, il y avait absolument personne à ce niveau-là. Mmh. Et le meilleur, il touchait 1,5 fois le niveau de la prime cible. Bah, ça va faire quelque chose de déceptif, quoi. Donc ça, c'est vraiment délétère. Ça va instaurer de la défiance entre le collaborateur et l'entreprise. Et c'est absolument pas de ça dont on a besoin. Évidemment, on passe à la seconde moitié de notre webinaire et finalement à nos 4 prochains thèmes, la checklist étant le plus important. On le disait tout à l'heure, c'est important d'être proportionnel avec votre rémunération variable. On l'est un petit peu moins avec nos questions par thème, je ne vais pas vous le cacher. On me parlait du sondage d'ailleurs tout à l'heure, et bien le voilà, un deuxième sondage. On va parler un petit peu de la suppression éventuelle du variable, mais pour le moment, on veut savoir comment est-ce que vous structurez actuellement la rémunération variable de vos équipes. On l'a évoqué dans le chat. On va maintenant creuser un tout petit peu plus avec les réponses de chacun. Je vous donne le sondage juste maintenant. Il va s'afficher. Ne bougez pas tout de suite. Normalement, il est sur votre écran et vous pouvez d'ores et déjà y répondre. J'affiche les réponses dans la foulée. Est-ce que vous basez votre rémunération variable sur la performance individuelle, sur la performance collective, que ce soit équipe ou entreprise, comme par exemple le fameux intéressement qu'on peut recevoir en fin d'année? Est-ce que vous envisagez de supprimer la rémunération variable? On va l'évoquer, pour certaines entreprises qui l'ont fait. Ou est-ce que vous faites un mix entre performance individuelle
et collective. C'est la réponse que j'attendais le plus et c'est effectivement celle qui est la plus sollicitée puisque pour le moment, vous êtes 60%, grosso modo, et presque 60 finalement, à avoir répondu. Cette réponse-là, vous êtes 58 à avoir répondu au sondage. Je vais attendre qu'on atteigne 60 puisque vous êtes encore 80 du coup en direct avec nous. On a un très bon taux de présence d'ailleurs aujourd'hui, ça fait fort plaisir. Ah, ça baisse un petit peu et on a 60 réponses. Je vais mettre fin au sondage et partager les résultats avec vous. Donc une personne sur 2, une entreprise sur 2, on va dire, est un mix entre performance individuelle et collective. Et ensuite 40 performance individuelle uniquement, donc plutôt, ce qu'on a un petit peu évoqué et travaillé, jusqu'à présent. Et basé sur la performance collective, 7 peut-être sur d'autres finalement postes. Si peut-être on a la chance d'avoir, des DRH, des managers commerciaux qui ne sont pas, sur la performance individuelle, du tout. J'arrête le partage de ces données, mais comme ça peut orienter un petit peu plus, notre propos sur la suite de ces questions. Et en parlant de la suite de ces questions, je vous le disais, on est sur la deuxième moitié et une question sur la suppression du variable. Il y aura un exemple tout à l'heure que je vais donner, mais d'abord, toi, ta réponse, Hervé, est-ce que tu penses qu'il est réaliste d'envisager la suppression, du variable pour certaines catégories de commerciaux et en particulier les jeunes générations? Je voyais tout à l'heure dans le chat quelqu'un qui disait que les jeunes générations ont une importance sur le fixe. Je vais répondre à cette question tout à l'heure d'ailleurs, Bon. mais toi, qu'en penses-tu? Alors, déjà peut-être, juste en préambule, bon, je pense que ça touche pas que les jeunes générations, déjà. Enfin, la question est pose, de façon générale et pas particulièrement sur les jeunes générations. Et aussi en préambule, il y a bien, qu'en Europe occidentale qu'on se pose ce genre de questions, hein. Enfin, on parlait tout à l'heure de l'international. Je vous garantis que j'ai jamais vu cette question-là se poser en dehors, de Le Canada aussi. oui, un pays, Mmh. oui, occidentaux, on va dire quoi, voilà. Occidentaux très développés. Voilà. Donc ça, ailleurs, la question ne se pose absolument pas. Donc je voulais juste quand même mettre en perspective cette question-là. Alors, de mon point de vue, ça me semble compliqué de supprimer, et les mots sont importants. Déjà, on ne supprime pas. Dans la plupart des cas, ce qu'on fait, c'est qu'on réintègre le salaire variable dans le fixe. Donc ça, c'est déjà la première chose. Et puis, je pense que, d'un point de vue, culture, d'entreprise, ça me semble extrêmement compliqué de, passer d'un état de fait où j'ai du fixe plus du variable pour mes commerciaux à que du fixe. Pourquoi? Bah, parce que ça correspond pas à la promesse employeur qui a été faite au moment de l'embauche. On a, recruté des collaborateurs qui étaient, appétents aux variables et puis, si du jour au lendemain, on leur dit: «Bah, tu vas rire, mais en fait, il y a plus de variable», eux, ça va les mettre dans une situation Bien sûr. extrêmement inconfortable parce qu'ils ne se reconnaissent plus dans cette promesse employeur. Donc, autant on peut modifier l'équilibre entre le fixe et le variable, se dire, bah, il y a trop de variables, j'en réinjecte une partie dans le fixe, c'est possible. Autant il est aussi possible, c'est plus compliqué, c'est plus sur du long terme, d'augmenter la part de variable par rapport au fixe. Ça, c'est possible de modifier ces ratios-là. Autant à structure donnée, ça me semble extrêmement compliqué de supprimer ce truc-là. Et on va dire, par rapport au contexte qui s'annonce dans les années qui viennent, qui risque d'être pas très, très, très joyeux hein, économiquement, Tendu. ça me semble être très compliqué. On a des cas, on a accompagné des sociétés là-dedans, par le fait de réintégrer le variable dans le fixe. On a aussi aidé des sociétés à sortir de ça, en disant, bah, j'ai supprimé le variable, est-ce que vous pouvez m'aider à en remettre? Mmh. Donc, tous les cas sont évidemment faisables. Je pense que c'est compliqué. Néanmoins, il y a un cas où ça me semble possible, effectivement, c'est de créer une société dès le départ dans Voilà. laquelle il n'y a pas de variable. Et ça, C'est l'exemple que j'ai, hein, spoiler. et pour le coup, ça marche. C'est-à-dire qu'on n'a pas de problème de, de fausses promesses. Voilà. Donc ça fonctionne, ça c'est possible. On peut tout à fait générer des performances sans rémunération variable, hein, qu'on soit bien clair. Hein. C'est un des leviers qui va permettre d'eux, mais c'est pas le seul. Hein. Motiver les collaborateurs, ça peut se faire par plein d'autres choses que du variable. On l'a dit, on le redira, ça dépend aussi du canal de vente, et cetera. Je passe à ma question suivante, le temps file. La question c'est dans quel contexte d'entreprise, on est déjà à notre 10e question ceci étant dit, dans quel contexte d'entreprise ou secteur est-ce que la suppression du variable pourrait être une option intéressante? C'est là où on a un exemple, d'un podcast, bon vous le savez peut-être, Up2 a un podcast qui s'appelle, Vive la vente.
que j'anime en ce moment. On reçoit des directeurs commerciaux à raison de 1 fois toutes les 2 semaines. Et là, on avait reçu l'ancienne directrice commerciale de Lucas, qui est devenue maintenant directrice commerciale de toute leur branche Enablement et Operations, où ils ont quand même 15 personnes. C'est dire à quel point ils accompagnent tous leurs commerciaux. Et eux, Lucas, n'ont pas de variable. Alors que pourtant, ils ont quand même une force de vente, je crois, de près de 70 commerciaux, en plus de cette équipe Sales Enablement. C'est assez énorme, sans compter les équipes plus spécifiques aux grands comptes, etc. Je vais passer sa réponse où elle justifie ce pourquoi ils n'ont pas de variable. Elle passe en vidéo, cette réponse. Vous allez voir les sous-titres pour ceux qui ont peut-être éventuellement pas le son. Et ensuite, je vais vous l'afficher en écrit. Donc, pas de panique si jamais. Ça dure 35 secondes. Je vous avertis aussi, c'est normal si vous ne nous entendez pas pendant 35 secondes. Rémunération trop importante, vous le Attendez, hop, je repasse au début. Parce que j'ai mis play un tout petit peu trop loin. Et nous y voilà. Et nous y voilà maintenant. C'est bon. Ça évite les écarts de rémunération trop importants entre les meilleurs commerciaux et d'autres collaborateurs qui n'ont pas de variable, que ce soit les devs, les CS ou autres. Ça permet aussi de créer un climat d'entraide et de collaboration, et pas un climat de compétition. Donc par exemple, la nouvelle recrue, elle va vraiment être vue comme un pair à former, qui va pouvoir contribuer le plus vite possible à l'effort collectif. Donc comme ça limite aussi les conflits, par exemple, sur l'affectation des prospects. Et enfin, ça permet une vente qualitative. Ça permet de vendre bien et pas à tout prix. Ça limite les incidents lors du déploiement, ça permet de bien garder les clients, ça garantit une bonne rétention des clients. Je te disais, on est à 3% en termes de churn. Je reviens sur la raison pour laquelle elle dit que ça permet une bonne rétention des clients, c'est parce que comme il n'y a pas de bataille pour essayer de prodiguer un meilleur service à un client ou à un tel, il n'y a pas de bataille pour essayer entre guillemets de choper l'élite des autres, même si c'est quelque chose qu'on voit un petit peu moins avec la psychologie du commercial qui a évolué. Et c'est pour ça qu'elle a cette théorie-là. Évidemment, tu le disais, ça marche mieux quand c'est quelque chose qu'on a installé dès le départ. Je mets sa réponse à l'écrit et est-ce que toi, tu as un retour à apporter à ça? Est-ce que tu peux voir ça se démocratiser un peu? Oui, alors en l'occurrence, le modèle de rémunération, et je ne parle pas que du variable, enfin, le modèle de rémunération de la société Lucas, j'ai un copain qui est un des fondateurs, donc je connais un peu. Il est extrêmement intéressant et extrêmement enrichissant. Moi, je le trouve super. Il y a notamment dans la même mouvance que la suppression du variable, il y a des questions qui se posent sur la transparence salariale aussi, et je trouve que c'est des choses qui sont extrêmement intéressantes aussi. Donc oui, ça peut marcher. Encore une fois, ce que je disais tout à l'heure, hein, il y a pas de problème fondamental. Motiver les collaborateurs, c'est pas que le variable. Il y a plein d'autres façons de les motiver. Donc oui, ça peut marcher, il n'y a pas de débat. Et t'entends ces points positifs ou pas sur le climat d'entraide, sur le fait de J'ai repris toutes les problématiques auxquelles dont elle parle. Ça, évidemment, c'est des problématiques qui sont extrêmement classiques. Maintenant, comment structurer admettons qu'on se dise, bah oui, on va quand même structurer du variable, mais on a tous ces problèmes-là. Bah oui, il faut faire attention dans ce qu'on fait dans les mécanismes de variables. Il y a des mécanismes de variables qui favorisent l'entraide. Il y a des mécanismes de variables qui vont éviter les effets de compétition. Il y a des mécanismes. Donc, oui, il faut faire attention, effectivement, à tout ça. Si c'est des sujets qui sont extrêmement prégnants, bah oui, il faut structurer une variable, la mécanique de variable, de telle sorte que ça ne génère pas ces mauvais comportements. Et je crois me souvenir d'ailleurs qu'ils distribuent des actions chez Lucas ou des BSPCE où il y a une forme de rémunération non pas variable, mais un petit peu sur le résultat de l'entreprise puisqu'ils en distribuent une certaine partie de capital. Et enfin, je crois aussi que, non, je sais aussi que le fixe est plus élevé, évidemment. Il y a une certaine rétribution qui se passe par là aussi par des fixes plus élevés. Oui, alors après, moi, je ne vais pas dévoiler les connaissances que j'ai sur la structure de la rémunération de Lucas, mais il y a effectivement sur l'actionnariat salarié, c'est des choses dont on parle de plus en plus maintenant, et qui sont intéressantes, particulièrement dans les sociétés de techno. Ça a du sens, effectivement, d'avoir ces choses-là. Ça permet de générer des problématiques qu'elle évoquait, aussi une diminution du turnover des équipes. On voit clairement que les sociétés dans lesquelles il y a 20-30% d'actionnariat salarié, c'est pas du tout la même chose que quand il y a 0. Hein. Bien sûr. Voilà, les taux de turnover des équipes ne sont pas les mêmes. Parfait, on passe à notre question suivante. Et à notre prochain thème aussi, au passage, l'intelligence artificielle. Je sais qu'une bonne partie d'entre vous sont là pour ça. C'est aussi quelque chose qui revient souvent. On va voir comment est-ce que l'intelligence artificielle peut éventuellement se mettre au service de la construction de votre plan de rémunération. On a deux questions
Non, on a une question, pardon, principale sur ce sujet. Elle est assez simple et efficace, et c'est la question suivante. Comment est-ce que l'intelligence artificielle peut-elle aider à la conception et l'optimisation d'un plan de rémunération variable efficace? Hop, on va y aller. Laissez dans C'est ça. vrai, c'est la question un peu tarte à la crème, là. Hein. Alors, il y a une chose qui est sûre. Donc, nous, c'était avec un fort ADN d'ingénierie. Donc, Tu peux nous rappeler combien de mathématiciens vous avez chez vous? ah bah, c'est quasiment tous, quoi. Hein. Donc, on est tous avec un diplôme d'ingénieur. Donc, on voit bien quels sont les défis liés à l'intelligence artificielle. On se pose régulièrement la question de est-ce que ça peut être utile? Alors, il y a quelque chose que l'IA ne pourra pas faire, et ce serait même une très, très, très mauvaise idée que ça le fasse, quoi. On ne peut pas arriver vers un collaborateur en lui disant: «Bah, écoute, l'intelligence artificielle a calculé ta prime et du coup, tu as le droit à 8 476 €». Ça va pas fonctionner pour la bonne et simple raison qu'on a la nécessité de conserver le caractère explicable de la rémunération variable. Si je fais ça, alors je dois savoir combien ça va rapporter. Le côté très déterministe, il est nécessaire pour l'intérêt à agir. Bien sûr. Si je fais ça, alors je gagne ça. Est-ce que j'ai envie d'y aller? C'est une autre question, mais en tout cas, il doit avoir une vision extrêmement claire sur si j'actionne ce bouton-là, alors ça fait ça. Et par contre, tu me disais que bah, grâce à des outils, par exemple HubSpot, on peut récupérer beaucoup de KPIs, essayer de les faire tourner et avoir finalement peut-être de nouveaux dashboards, de nouvelles pistes de réflexion, voire de nouveaux modèles aussi. Ouais, je pense qu'il y a des choses qui peuvent être intéressantes dans l'intelligence artificielle, c'est qu'on va être en capacité de... Enfin, alors, c'est la combinaison de l'IA et de la digitalisation des métiers. Hein. Évidemment. L'IA, si on fait tout sur un bout de papier, un bout de crayon, elle ne pourra pas faire grand-chose. Mais la combinaison de l'IA et de la digitalisation des process, des métiers, etc., va probablement permettre de générer des indicateurs de performance qu'on n'avait pas jusque-là. On a beaucoup de clients qui nous disent: «Oui, la satisfaction client, c'est compliqué à mesurer». Bah, peut-être que l'IA, elle va aider là-dedans. On aimerait, je rebondis sur l'interview de Lucas, le côté collaboratif, bah oui, c'est important et c'est de plus en plus important même d'ailleurs. Comment on fait pour mesurer la collaboration? Aujourd'hui, c'est un peu difficile de mesurer la collaboration, donc peut-être que l'IA va nous permettre de mesurer ces choses-là. Donc, je pense que ça peut créer des KPI à partir du moment où on a des bons outils, et cetera, qui vont être intéressants. Est-ce que ça va remplacer un modèle de rémunération variable? La réponse, c'est non. Il y a un autre levier qui peut être intéressant, c'est dans le calcul des objectifs. Le calcul des objectifs, on a moins ce côté nécessaire déterministe. On peut arriver vers un collaborateur en lui disant: bah, il faut que tu en vendes 250. On peut lui dire 240, on peut lui dire 235. Peut-être que l'IA va aussi nous permettre d'avoir des modèles plus prédictifs, des algorithmes qui sont plus puissants pour calibrer au mieux les objectifs des collaborateurs. C'est les deux applications que je vois, hein, nouveaux critères et calcul d'objectifs. Ça peut effectivement faire quelque chose. Un bon assistant pour y réfléchir, mais attention donc au contexte d'explication à ce fameux why. Oui. Et puis, on ne peut pas se réfugier derrière l'IA. C'est avoir une bien mauvaise vision du management que de se dire: OK, en fait, C'est un robot qui va décider. c'est un robot qui va décider à ma place. Surtout, moi, je me réfugie derrière. Je pense qu'on a tous vu finalement là où vous pouvez avoir des atermoiements très très négatifs, voire des éventualités, des résultats où en fait à tout automatiser, on peut se retrouver avec quelque chose qu'on ne sait plus expliquer et où on perd finalement la main. Bon, je ne vais pas parler non plus de toutes les œuvres dystopiques qu'on a pu voir dans la culture populaire, mais on a tous des références en tête qui permettent de se dire que tout automatiser et faire confiance à un outil, perdre la main sur son raisonnement, ça peut mener à des conclusions trop hâtives et qui risquent de ne pas trouver sens auprès de vos collaborateurs. N'hésitez pas à nous dire si vous avez des exemples ou des cas en tête hein, dans le chat. Je vois que vous envoyez des messages qui sont assez exhaustifs. C'est très agréable de vous lire. Je le fais d'un coin de l'œil pour évidemment me concentrer sur nos thèmes. Et d'ailleurs, en parlant de thème, on passe au quatrième, le fameux thème des jeunes générations et l'importance capitale du fixe, qui, comme l'a bien dit Hervé précédemment, voit de toute façon en essor selon toutes les générations. On va se pencher sur ce pourquoi les jeunes générations y attachent un peu plus d'importance dès à présent, avec la question suivante à laquelle je vais répondre exceptionnellement. Pourquoi est-ce que le salaire fixe est-il devenu un facteur essentiel pour attirer les jeunes générations dans les métiers de commerciaux? Voilà, je me relève un tout petit peu les manches. Ça va consister en une chose assez simple, hein, ma réponse.
Up2, je vous l'ai dit tout à l'heure, on rencontre, des dizaines de milliers de commerciaux par an et on fait une étude. C'est d'ailleurs l'une de nos études qui a le plus de succès, notre étude des salaires que Fanny va vous partager à la fin de mon petit monologue, dans le chat. Cette étude donc, elle s'intitule «Combien gagnent réellement les commerciaux en 2025?» Je vous le disais, grâce à tous les commerciaux qu'on a la chance de rencontrer, chez Up2, à peu près, 100 000 pour, composer cette étude à travers du coup les 14 derniers mois, je crois. On a interrogé beaucoup de ces commerciaux sous plein de secteurs, plein de marchés différents, afin de savoir combien ils sont réellement payés, quelle est la proportion réelle de fixe et de variable. Je ne vais pas tout vous lire, vous avez les choses sous les yeux, mais je vais vous lire cette fameuse phrase qui est surlignée. Les commerciaux jouent la sécurité et préfèrent prendre un package inférieur avec un fixe plus élevé. Ça, c'est une dynamique qu'on retrouve énormément depuis quelques années. Mais là, le but, c'est de répondre aux jeunes générations. On a déjà répondu sur le global et le fixe, donc je vais vous citer un extrait exclusif, attention, gros bonus de l'étude, sur ce qu'on a retrouvé sur les jeunes générations en fonction de l'âge, puisque évidemment, cette étude est exhaustive sur la catégorie d'âge, d'emploi, le métier, le secteur et l'ICP qu'on adresse. Alors, cette concurrence, donc je vous le disais, elle tire notamment les salaires à la hausse, notamment sur la partie fixe pour les nouvelles générations pour lesquelles c'est une priorité. C'est ce que vous avez donc sous les yeux. Et ça, on en parlait un tout petit peu avant sur le fameux why, désolé pour l'anglicisme, mais le fait de donner du sens. Les jeunes commerciaux, ils retrouvent aussi ils veulent aussi autre chose, des défis stimulants, donc des objectifs à challenger. C'est un peu ce qu'on disait sur la spécialisation aussi du métier de commercial, je trouve. Et c'est là où on va un peu faire la transition avec les critères de RSE, le critère un peu plus, on va dire, collectif, là où l'union fait la force, c'est notre 5e thème de tout à l'heure. Mais c'est des choses que vous pouvez donc retrouver dans notre étude des salaires qui justifie, elle aussi, notre présence ici. Vous pouvez la retrouver dans le chat. Fanny vient de la partager juste en bas, juste ici. Voilà, c'était notre réponse à cette question assez intéressante sur la Gen Z, mais pas que. Le fixe est devenu important pour beaucoup de gens. Et toi, tu avais une question un peu plus liée justement à votre valeur ajoutée, Hervé. Comment est-ce qu'on peut adopter un plan de rémunération pour répondre aux attentes spécifiques des jeunes talents, donc tout en conservant un variable motivant et intéressant pour les objectifs de l'entreprise? Oui, je reviens juste sur le point d'avant. Il y a un point important à prendre en considération dans les attentes et les préoccupations des jeunes générations, c'est il y a une certaine forme d'angoisse sur l'avenir. Oui, c'est vrai, j'avais oublié de... Ça, c'est un point, à mon avis, sur lequel qu'il ne faut pas négliger. Donc évidemment, ils vont chercher à avoir une forme de sécurisation, à la fois de la package de rémunération, peut-être de l'emploi, peut-être aussi de se sécuriser par des formations. Donc ça, c'est un élément effectivement très spécifique de la génération. Voilà, il y a une forme d'angoisse dans l'avenir qu'on n'avait pas forcément il y a 10 ou 15 ans. Tu as raison. Et d'ailleurs, pour l'expliquer, en fait, c'est des facteurs complètement endogènes à la situation économique de notre culture aussi plus occidentale, mais du monde en général, que ce soit, ça peut être des gens qui ont grandi finalement avec la crise des subprimes, qui ont vu la crise du Covid, qui en fait que la performance, le variable, ce n'est plus possible. Et ensuite, l'inflation, donc qui impacte le pouvoir d'achat, qui impacte aussi le budget des entreprises qu'on doit prendre. Donc, tu as tout à fait raison. C'est les raisons, en tout cas, qu'on a retrouvées pour expliquer de manière plus endogène toute cette angoisse autour de la communication fixe. Et ensuite, on revient à ce que tu nous disais tout à l'heure. Le plus important, c'est d'être clair. Ouais, d'être clair, d'être compréhensif, de donner du sens, on en parlait tout à l'heure. Donc la communication, elle est évidemment cruciale pour bien faire adhérer en fait tes collaborateurs. Quelque chose qui serait oui, oui, t'inquiète, fais-moi confiance, ça va bien se passer. Ça va pas être bien perçu, en tout cas le message, ça va pas fonctionner. Il y a aussi certainement on parlait de donner du sens. Peut-être il faut intégrer des critères de performance qui soient collectifs. Je pense que ça, c'est quelque chose qui va aussi leur parler. La force du collectif, le fait d'avoir un projet commun, c'est des choses qui sont aussi importantes. Notamment autour, on a commencé à en parler, de critères qui sont un peu extra-financiers. La satisfaction client, la réduction du turnover, des critères RSE, des projets green, des choses comme ça. Oui, ça va être potentiellement des choses qui vont leur parler. Et bon, c'est possible d'adresser ces choses-là à l'intérieur d'un système de rémunération. Et on parlait un petit peu de notre culture française, un peu plus pudique sur l'argent, parfois presque complexée, voire jalouse sur la culture du succès. Pour les jeunes générations, c'est un peu moins tabou. Peut-être aussi ce côté, on partage tout. Oui, la transparence des réseaux sociaux. Exactement. Ouais. En fait, ils sont habitués à étaler l'intégralité de leur intimité, en réalité, quoi. Et dans notre culture occidentale, l'argent fait partie de notre intimité.
Et du coup, ils sont moins, voilà, il y a moins de tabous de ce point de vue-là pour eux. Donc oui, si on a quelque chose que j'évoquais tout à l'heure, t'inquiète pas, fais-moi confiance, c'est un effet du prince. Bon, on est sûr et certain qu'une semaine après, la totalité de la société est au courant. Donc ça va marcher. Bien sûr. Euh, Et enfin, on fait la petite transition avec notre prochain thème, le côté un peu plus RSE, qu'on couvrira succinctement juste après. C'est des critères de performance collective qui donnent encore plus de sens finalement. oui, aujourd'hui, c'est encore très embryonnaire. On peut en parler tout à l'heure. Il y a, au final beaucoup de communication autour de ça, beaucoup d'effets d'annonce, et ça se traduit rarement dans des réalités tangibles. Ça dépend des sociétés, hein, évidemment, hein. Il y en a qui sont effectivement très en avance, très en pointe là-dessus. Mais la partie RSE, aujourd'hui, oui, ça peut se traiter. Je pense que si ça a de l'importance pour les sociétés, il faut le mettre dans les critères de rémunération variable. Alors, sous quelle forme? On va en parler juste après. Bon, il y a des réalités, hein, c'est que tant que les entreprises, elles ne seront pas valorisées sur des indicateurs RSE, les critères financiers, ils vont continuer Je passe rapidement parce que tu es en train de commencer à y répondre. Donc, responsabilité sociétale des entreprises, essayer de tirer le plein bénéfice de la force collective. C'est le fameux 5e thème. Il nous reste plus que 3 questions avant de répondre à vos questions qui sont dans le chat. Je fais vite, mais en fait, on n'est pas trop pressé. On a encore du temps, Hervé. C'est simplement pour essayer de justement faire part à ta réponse sur la RSE le plus rapidement possible. Tu disais, le stade est encore un petit peu embryonnaire. Mais comment est-ce que pour le moment, tu penses que c'est possible? Alors, ça on parle, ouais, c'est la question d'après sur la partie RSE. Mais les deux vont de pair, en fait. Si je reprends la question de la RSE, c'est évidemment un sujet qui est évidemment collectif. C'est-à-dire que chacun ne peut pas avancer dans son coin sur cette thématique-là. Donc oui, c'est quelque chose de collectif. Donc la question qu'on s'est posée, c'est est-ce que ça a du sens d'avoir des critères collectifs? J'ai évoqué tout à l'heure nos amis du LATAM pour qui c'est important. Je pense que de plus en plus, et on l'a vu tout à l'heure dans le sondage, il y a quand même une bonne partie de la population qui fait un mix individuel et collectif. Parfois, il y a des challenges aussi d'équipe. Ouais, tout à fait, ça a du sens. Oui, on a de plus en plus la nécessité de tirer profit de l'intelligence collective. Donc, ouais, c'est intéressant. Alors, il faut faire attention à comment ça s'articule. Je pense que le mix individuel et collectif, il est effectivement... Mais donner l'exemple du rameur, que c'est. Alors, effectivement, c'est du collectif à une maille qui a du sens, encore une fois de plus, hein. Si je rémunère un commercial dans un grand groupe sur l'EBITDA au niveau du groupe, Monde. il ne va pas très bien voir comment impacter ce truc-là. Donc, il faut que ça soit du collectif sur lequel les collaborateurs ils aient l'impression d'avoir un impact. Ça me fait penser aux OKR, un manteau noir. Ouais, tout à fait. Donc, ça doit être suffisamment proche pour que le collaborateur se dise oui, je peux impacter concrètement ce truc-là. Et je reprends mon EBITDA, hein, déjà, moi, je ne sais pas très bien comment c'est calculé. Alors bon, la plupart de la population ne sait pas très bien, non seulement comment c'est calculé, mais comment impacter sur Terre. Donc, oui, le collectif, ça a du sens. Il faut faire attention au syndrome de la barque, effectivement. Si je suis tout seul, si on est sur une barque de 10 et que moi, je m'arrête de ramer, ça ne va pas fondamentalement faire évoluer la vitesse de la barque. Mais enfin, si tout le monde se dit ça, la barque, elle risque de plus tellement avancer. Donc, c'est intéressant, c'est même nécessaire dans certains cas, hein. Quand j'ai plusieurs canaux de distribution, c'est important que chaque canal performe de façon conjointe, hein, on va dire. Donc oui, ça peut avoir du sens là-dedans. Faire en sorte de générer des comportements collaboratifs, on en parlait tout à l'heure avec Lucas. Oui, c'est intéressant. Donc faire du collectif à la maille équipe département, c'est intéressant pour ces générations de comportements collaboratifs. Tu réponds déjà un petit peu à cette prochaine question parce que c'est moi qui te les ai posées toutes les deux un petit peu en même temps, c'est vrai. Comment intégrer donc des critères de RSE dans les systèmes de rémunération du jour? C'est encore un peu trop maigre à ce jour. Tu l'as dit tout à l'heure, c'est un peu un stade embryonnaire et on le voit plutôt dans des grands groupes. C'est un peu publicitaire, on va dire. Le constat qui est fait. Alors, je vais vraiment distinguer deux cas. Il y a des grands groupes, des PDG du CAC 40 dans lesquels ils ont 20% de rémunération variable sur des critères RSE. C'est un effet d'annonce, la plupart du temps, parce qu'en plus, ils savent très bien que quoi qu'il arrive, ces critères RSE, ils seront atteints de toute façon. Donc c'est encore un peu un effet d'annonce. Je l'évoquais sur est-ce qu'il y a un réel impact sur la valorisation de l'entreprise? La réponse aujourd'hui, c'est non. Alors, il y a des gens qui réfléchissent, hein. Ça commence à arriver, hein. On voit des fonds de private equity qui commencent à intégrer ces choses-là dans la valorisation des entreprises. Il y a des normes qui sont en train d'être réfléchies, en tout cas au niveau européen,
sur ce sujet-là. Donc ça va finir par arriver. Pour l'instant, c'est encore un peu embryonnaire. Et il y a des sociétés, pour le coup, qui sont très convaincus et qui clairement, alors, en général, ce n'est pas des sociétés cotées, et qui ont des convictions et qui font des choses. Je dis bien que ça peut être possible et tu as quelques exemples qui sont intéressants. Je me souviens du Nutri-Score qui fait beaucoup parler d'ailleurs en ce moment parce qu'il a un petit peu changé, mais tu donnes des exemples. Ben oui, en fait, la RSE, ça peut être, c'est un peu large, hein. Est-ce qu'on va primer des collaborateurs sur l'éthique des affaires? J'espère que non. Le respect des droits de l'homme. Et j'espère que non aussi. Enfin, donc il y a évidemment L'environnement. tout un tas de choses qui n'ont aucun sens dans de la rémunération. Voilà. Par contre, primer des équipes marketing R&D sur le pourcentage de produits lancés qui a un fort score de réparabilité, ça, c'est mesurable, c'est quantifiable et ça a du sens. Et des équipes de R&D, des équipes marketing qui font ça, oui, c'est intéressant. Et ça, c'est vraiment dans le sens de la RSE. On a réfléchi avec des clients à mettre en place des challenges d'éco-conduite pour des opérateurs logistiques ou des commerciaux. Oui, on préfère que les commerciaux sur la route, hein, puisque on préférait qu'ils conduisent correctement. Alors, pour plusieurs raisons. Hein. C'est déjà, on va éviter qu'ils tuent les gens sur la route. C'est quand même une bonne nouvelle, ça. Et puis, plus je conduis prudemment, plus je vais diminuer mes émissions de CO2. Oui, j'allais te dire. Ça a des intérêts. Et l'essence aussi, finalement. Et l'essence. Et en fait, ça a un intérêt aussi pour l'entreprise parce que quelqu'un qui conduit correctement, ça a des impacts sur tout. La prime d'assurance, la reprise à la fin de la mortalité du véhicule, essence, etc. Donc, il y a plein de bénéfices à ça. Il faut choisir les bons critères sur chacune des catégories de population. Des équipes RH, est-ce qu'elles ont un impact sur les émissions de CO2? La réponse, c'est non, pas trop en réalité, quoi. Par contre, s'assurer que dans les processus de recrutement, il y a une stricte équité qui est appliquée, c'est des choses qu'on peut mesurer auprès des équipes RH. Finalement, ça reste possible, il faut en avoir la volonté, mais c'est une dynamique qu'on voit peut-être pas encore. Voilà, c'est encore un peu faible, un mot. Très bien. On a encore 6 minutes, grosso modo, et ensuite on passe à vos questions. On va pas, on est bien si on met le moins de temps possible parce que je vois déjà que certains d'entre vous savent qu'ils vont regarder la suite en replay sur YouTube puisqu'on a atteint l'horaire fatidique le midi 13h. Mais je remercie à la majorité d'entre vous qui est toujours avec nous puisqu'on va répondre à vos questions, celles que vous posez donc dans l'onglet questions et réponses. Il ne nous reste plus qu'une seule question, une question en plus fatidique, exhaustive, nécessaire aussi, que trop de gens ignorent ou sous-estime, la fameuse loi du partage de la valeur que j'ignorais avant de te rencontrer, moi aussi. Moi aussi, sans la liaison d'ailleurs. On va la couvrir, cette question, de la meilleure manière possible. Il y a beaucoup de texte sur cette slide. Je vous conseille, vous, peut-être même de la prendre en capture d'écran, mais de surtout écouter Hervé attentivement. En quoi consiste le texte de loi et quelles sont les opportunités qu'il présente pour les PME? Alors, il y a un mécanisme qui a été effectivement voté cet été qui rend obligatoire au 1er janvier 2025 la mise en place, si ce n'est pas déjà le cas, hein, de l'un des mécanismes de partage de la valeur. Donc, ils sont au nombre de 3. Vous avez ce qu'on appelle communément la prime Macron, la prime de partage de la valeur, les mécanismes d'intéressement et la participation. Alors, la participation, c'est pas récent, hein, puisque ça a été mis en place par le général de Gaulle. Pas tout à fait récent. L'intéressement aussi, ça existe depuis assez longtemps. La réalité, c'est que la loi, elle dit pour des sociétés rentables de plus de 10 salariés, il faut mettre en place l'un de ces mécanismes-là. C'est quoi le plus sollicité pour le moment? Alors, pour l'instant, le plus pratiqué aujourd'hui, c'est la prime Macron parce que ça présente une certaine facilité de mise en œuvre. La réalité, c'est que les avantages fiscaux sont plus ou moins les mêmes sur ces trois mécanismes-là. L'inconvénient de la participation, c'est que c'est extrêmement rigide et une formule de calcul qui est vraie pour des sociétés de n'importe quelle taille. Donc, c'est assez rigide pour le coup. C'est quoi la différence entre la prime Macron et l'intéressement opérationnellement parlant? Alors, l'intéressement, ça va être un accord collectif au niveau de la société ou de sous-parties de la société qui va être indexé en fonction de critères de performance, ce qui n'est pas le cas de la prime Macron. D'accord. On peut définir un peu dans le même style qu'un système de rémunération variable individuelle, un mécanisme qui, en fonction de tel et tel critère, alors on est capable de rémunérer à hauteur de X, Y et Z une performance qui doit rester collective
à la maille d'une unité de travail. Et c'est pour ça que tu dis que c'est plus flexible finalement. C'est finalement, ça offre plus d'opportunités aux sociétés. Alors, c'est fiscalement avantageux. Les 3 systèmes sont fiscalement avantageux, mais celui-ci l'est. Donc, ça se traduit par la mise en place d'un PE, concrètement. Ça peut harmonieusement compléter, de notre point de vue, le système de rémunération individuelle. Vous voyez tout à l'heure dans le sondage qu'il y avait beaucoup de mix individuel-collectif. Et ben, si on veut bénéficier de l'avantage fiscal, ça peut être intéressant de transformer cette rémunération variable collective en un système d'intéressement qui va rester collectif. Donc, ça peut être assez intéressant et on peut y mettre tout ce qu'on veut. Ça peut être des critères financiers, oui, pourquoi pas, mais ça peut être des critères de satisfaction client, de rétention des clients, des critères RSE comme on l'évoquait tout à l'heure. Donc, il y a toute une batterie de critères qu'on peut utiliser et c'est extrêmement flexible. Alors aujourd'hui, on n'anticipe pas de risque pour les sociétés qui ne mettraient pas en place ce truc-là. Oui. Il y a peut-être un jour où ça va venir, mais aujourd'hui, dans le cas légalement, je pense qu'il n'y a personne qui va venir taper sur les doigts des PME de 11 salariés parce qu'elles n'ont pas mis en place ce système intéressant. Il y a par contre, ça va devenir de plus en plus important, donc il va y avoir un effet d'entraînement, il va y avoir un certain nombre de collaborateurs, de sociétés qui vont mettre en place ce truc-là. Donc d'un point de vue avantage concurrentiel sur le marché du recrutement, ça va peut-être finir par être un enjeu. On va dire, oui, chez nous, on a un salaire fixe, un système de prime individuel et on a un intéressement. Mais si je suis une PME de 25 personnes. Très bien. C'est tout ce que tu avais à nous dire sur cette loi, Hervé? Ouais, je pense que c'est intéressant. Enfin, je trouve que c'est une belle opportunité pour se poser des questions de... justement, on parlait tout à l'heure de donner du sens. L'intéressement, c'est le bon réceptacle pour se poser ces questions-là. Oui, ça m'intéresse, j'ai envie de fédérer en fait les collaborateurs autour d'un projet commun. Je trouve que c'est une belle opportunité qui est donnée aux PME. Alors ça l'était déjà avant, mais là, ça la met un peu en avant. Très clair. Et en plus, ça pourrait faire même l'objet d'un futur webinar. C'était notre dernière question, n'en déplaise au petit texte sur lequel j'ai mis une petite typo en bas à gauche, vous m'excuserez. On a un dernier sondage, une dernière question pour vous, avant de passer à vos questions. On va donc vous l'envoyer tout de suite. Hop là. Et ensuite, on passera aux questions qui sont disponibles dans l'espace questions et réponses. Vous pouvez tâcher de nous poser d'autres questions d'ailleurs, si besoin est. Comme ça, on y répondra et vous pouvez voter pour les questions de chacune et chacun. Le dernier sondage est disponible pour que vous y répondiez. Et voilà la question, la dernière question qu'on a à vous poser. Quelle priorité allez-vous explorer après ce webinaire pour optimiser votre P-plan, repenser l'équilibre entre fixe et variable, intégrer davantage de collectifs et de RSE, enfin de critères, anticiper l'impact de la loi du partage de la valeur ou utiliser l'IA pour structurer et mieux piloter votre rémunération? Il y a une question piège, vous l'aurez compris. Et sans surprise, la majorité des réponses va plutôt être sur ce qu'on a plébiscité le plus et ça me fait fort plaisir. C'est repenser l'équilibre entre fixe et variable. Mais le dernier thème qu'on a évoqué, les critères collectifs et les RSE, revient en force juste derrière. Mais après tout, c'est un choix multiple. Donc ça joue un petit peu aussi. Je t'enverrai avec grand plaisir de toute façon tous ces résultats avec pour que tu puisses te pencher un peu dessus. Mais c'est incroyable, vous êtes beaucoup à avoir répondu au sondage. Encore pas mal d'interactions entre nous. C'est bien aimable de votre part. Et on va maintenant passer à vos questions et à vos réponses. Je remercie Fanny d'ailleurs qui a opéré normalement un petit tri dans ces questions pour qu'on puisse s'adonner aux plus importantes. Je vais me les afficher, vous me laissez juste une seconde. Tac, 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 tac. Et les retrouver juste ici. Je rappelle, pour ceux qui nous quittent parce qu'ils sont moins intéressés par peut-être les questions plus individuelles de chacune et chacun, que vous aurez le replay de ce webinaire avec la présentation et nos têtes par-dessus sur notre chaîne YouTube que Fanny vous a envoyé tout à l'heure et qu'elle va sans doute remettre dans le chat. Et je la remercie encore une fois. On traite maintenant vos questions et je les ai triées simplement par ordre de plus grand nombre de votes favorables. Si vous n'étiez pas conscient que vous pouviez voter pour les questions, n'hésitez pas à le faire. On répondra aux questions avec le plus de votes. Je vous laisse juste 2 secondes si jamais vous avez des votes à appliquer. Merci beaucoup Fanny pour le lien de notre chaîne YouTube qui est disponible dans le chat pour le replay. N'hésitez pas à y accéder. Je rafraîchis une dernière fois. Vous avez voté pour des questions et on va y répondre. Pierre Fournier qui nous demande que faire dans le cas de cycles de vente très longs, parfois supérieurs à 1 an ou plus. Tu m'avais d'ailleurs dit que dans le cadre de l'inflation, il y a parfois des entreprises qui rémunèrent à la semaine en ce moment.
Donc on a peut-être des cas très différents. Ouais. Je te mets au four et au moulin. Alors, pour répondre à ce cas-là, ça se voit pas en France, hein, les rémunérations à Spain, ça se voit dans les pays avec des fortes inflations. On a au Venezuela, on a des choses comme ça, mais ça concerne pas le marché. Le cycle de vente très long, alors on est de plus en plus sur de la commercialisation de produits ou d'offres de services qui sont complexes. Donc évidemment, on peut avoir des cycles très très longs. Alors je suis bien placé pour le savoir, hein, mais il y a un certain nombre de clients qui ont fini par travailler avec nous au bout de 10 ans. Ah oui. Donc oui, je vois bien quel est le problème en tout cas. Je pense que ce qui est intéressant dans le cadre de cycles de vente très longs, c'est finalement de sortir du côté quantitatif. Évidemment, quand on a fini par conclure l'offre, ça peut être des montants très importants d'ailleurs. Souvent, c'est le cas, hein, si on a des cycles très longs, c'est qu'on a des montants à la clé qui sont assez significatifs. Je pense qu'en fait, ça fait un peu mal, hein, mais il faut sortir du côté quantitatif et se dire, mais en fait, oui, le chiffre d'affaires ou la marge que j'ai signée au moment de la conclusion en fait, de ce cycle de vente n'est pas représentatif du travail qui a été effectué et de la performance qui a été effectuée. Donc, je pense qu'il faut sortir de ce truc-là. Ce qu'on mesure avec des ventes, typiquement, ça va être le travail qui a été fait depuis 1 an, 2 ans, 3 ans. OK, d'accord. Mais c'est rien que l'aboutissement de ce truc-là, quoi. Donc, je pense qu'il faut aller réfléchir sur donc, je vais vous donner un exemple. On travaille avec une petite PME, hein, ils sont une vingtaine, qui vend des services d'ingénierie pour des très grosses machines qui sont dans des infrastructures portuaires. Des espèces de très gros tapis roulants, etc. Donc, qui valent des millions d'euros, quoi. Donc, des trucs très gros. Évidemment, ils n'en vendent pas tous les jours, des trucs comme ça. Peut-être qu'éventuellement, ils vont en vendre une fois tous les 3 ans. Donc, ce qu'on va regarder, c'est à quel point on se donne les meilleures chances de succès pour que ça arrive. Donc, on va mettre en place des critères sur, par exemple, dans notre pipeline commercial, est-ce que j'ai un pipeline qui est suffisamment fourni à différentes étapes de maturité de la prospection. J'ai identifié des prospects, j'ai identifié un projet avec des interlocuteurs qui sont décisionnaires. À chaque étape de l'avancée de mon opportunité dans le pipeline, on peut définir des choses. Le découper finalement. Et voilà. Et en fait, se dire, OK, est-ce que mon pipeline grossit suffisamment? Oui, d'ailleurs, OK, ça va se terminer par quelque chose. Je ne sais pas quand. Et là aussi, on va être sur des problématiques souvent qui sont de collaboration. C'est-à-dire que quand on est dans ces cas-là, en général, la vente, on a travaillé aussi pour des clients qui, je me souviens, vendent des usines à passeport. Ça ne se vend pas tous les jours non plus, quoi. Et c'est en général une performance collective. Bah oui, en fait, oui, il y a le commercial, mais il va y avoir le technico-commercial, il va y avoir peut-être des gens, le grand patron, il va parler au ministère de l'Intérieur de tel pays. Donc, c'est en général quelque chose de collectif. Donc, il y a une réflexion à avoir autour de, c'est quoi, qu'est-ce qu'on se donne comme meilleure chance de faire aboutir une vente et une réflexion autour du collectif. Merci Hervé pour cette réponse exhaustive à une question qu'il méritait. Je continue de rafraîchir les questions pour que vous puissiez voter, hein, s'il y a des questions qui vous intéressent. Je sais que le nombre de participants a un petit peu réduit par rapport à tout à l'heure. On était pratiquement le double en début de webinaire. C'est normal, parce qu'on est à des questions peut-être un petit peu plus individuelles. Mais vous avez l'occasion de voter pour les questions qui vous concernent. Comme ça, on peut répondre aux questions les plus plébiscitées. Je le rappelle une dernière fois. Question de Valérie. Auriez-vous des exemples de présentations waouh, comme au Mexique? Ah oui, j'ai des exemples, je peux malheureusement pas vous les communiquer, mais oui, il y a un côté très Épicurien, c'est la fête? ouais, il y a c'est du graphisme, hein, enfin c'est très léché, il y a beaucoup de wording qui permet de générer voilà cet intérêt sur le sujet. Je peux malheureusement, Valérie, pas vous les communiquer, mais c'est de l'art quasiment, quoi, hein. OK, donc ça va être, feu d'artifice, Zach, pardon, du cliché, mais peut-être une célébration, tu vois, vraiment, on va dire bariolée, tu vois? Où il y a vraiment quelque chose de processé pour en faire quelque chose. Et on parlait avec l'exemple un peu plus francophone que moi je connais, et je dis francophone, mais qui doit être assez général, du fameux gong sur lequel on tape quand on vient de signer quelque chose, qui a ce côté un petit peu peut-être, festif-là. Mais voilà, bon, j'avoue que je ne sais pas non plus, encore bien évidemment moins que toi,
et je suis incapable de le décrire correctement. Une question de Marie. Dans le contexte où l'équipe est incentivée sur sa performance individuelle et le head of sales sur la performance collective, comment objectiver l'équipe sur une perf collective? Le coût d'acquisition risque d'être très élevé à la fin. Cela reviendrait à appliquer un double variable sur les résultats de l'équipe. C'est le truc peut-être millefeuille dont on parlait un peu avant. Je te laisse en prendre connaissance. Ouais, alors je suis pas sûr de tout comprendre. Alors, rien n'empêche, hein, Individuel plus collectif, elle a Ouais, mais- peur que ça fasse trop. alors, évidemment, il faut éviter, comme ce qu'on disait tout à l'heure, hein, l'effet millefeuille. Alors nous, notre recommandation, hein, sur la multiplicité des critères à l'intérieur d'un plan de rémunération variable, c'est déjà plus j'ai des plans de primes qui sont sur des cycles courts, au mois ou au trimestre, plus il faut éviter de se diluer. Donc ça, c'est le premier truc. Le deuxième truc, c'est que, dans la mesure du possible, n'importe quel critère de rémunération variable, il doit peser au moins 20% du plan. Et je parlais tout à l'heure de la prime cible, 10 000 euros. Il faut que chaque critère, il pèse 2 000 euros ou plus, parce que sinon, c'est pas une priorité. Donc tout ce qui va être, tout ce qui va peser moins de 20%, va pas être considéré comme étant quelque chose de prioritaire pour les collaborateurs. Ça, c'est préliminaire. Après, sur le mix individuel-collectif, si vous avez déjà 3 critères à l'intérieur de votre plan de REM qui sont individuels, c'est vrai que rajouter du collectif on top de ce truc-là, c'est pas terrible. Il peut y avoir des mécanismes de type bonus-malus. Je prends un exemple. J'ai 3 critères individuels dans mon plan de REM, j'ai pas envie d'en rajouter un 4e. Je peux faire des choses du style, en fonction du nombre de collaborateurs qui atteignent leurs objectifs, je vais pouvoir faire un bonus sur la prime individuelle. Je dis, voilà, si on est, je sais pas, on est 10 dans l'équipe, admettons qu'il y en ait 4 qui réussissent leurs objectifs, je donne 10% de plus. On est 5 à atteindre, je donne 15%, etc., etc. Donc, on peut avoir un effet d'entraînement comme ça, sans forcément diluer, en disant, voilà, on intègre dans le plan de REM individuel des collaborateurs une performance d'équipe qui va favoriser l'entraide, par exemple. Merci. En parlant d'entraide et de primes collectives, peut-être une dernière, voire une avant-dernière question. J'ai un petit snack vidéo à faire tourner ensuite et avec, vous pourrez retrouver sur notre page LinkedIn. C'est pour ça que j'ai encore besoin de le garder 5 minutes. Est-ce que tu as des exemples de primes collectives? Tu en auras tout à l'heure, la question a été peut-être posée juste avant. Tu peux nous redonner des exemples de primes collectives? Ça va être quoi? Un certain chiffre d'affaires généré par une équipe? Un nombre de rendez-vous pris au gain? Alors, le nombre de rendez-vous, moi, je suis pas forcément hyper favorable à ce truc-là, mais qu'est-ce que ça peut être une rémunération, un critère qui est intéressant de rémunérer au niveau collectif, aux bornes d'une équipe? Je l'évoquais tout à l'heure, il y a effectivement le nombre de collaborateurs qui ont été successful dans l'équipe. Ça peut être un critère qui est intéressant. Il y a des critères qu'on peut partager entre différents départements, par exemple de la satisfaction client. Je suis dans une boutique, il faut que le commercial, le conseiller en surface de vente, il ait donné les bons conseils. Il faut que les équipes de vente aient fait le devis correctement en temps et en heure, machin, etc. Il faut que les équipes logistiques, ils aient livré le truc correctement. Il faut que les installateurs, ils aient fait le boulot, etc. Donc, entre ces différents départements, on a des process qui sont très silotés, mais par exemple, générer de la satisfaction client sur des équipes transverses, ça peut être assez intéressant. C'est-à-dire, en fait, la satisfaction client, c'est pas juste l'affaire du commercial, c'est pas juste l'affaire du delivery, c'est pas juste l'affaire de la logistique, c'est un peu l'affaire de tout le monde. Donc ça peut être des choses qui sont assez intéressantes. Et tout ce qui va tourner autour de la satisfaction client, l'expérience client, la rétention, des choses comme ça peut être des choses collectives assez intéressantes. Il peut y avoir juste, on l'évoquait tout à l'heure avec les cycles de vente très longs, la génération d'opportunités. Est-ce qu'on a fait en sorte que collectivement, on a réussi à créer des opportunités ensemble ou à traiter des opportunités ensemble? Ça peut être quelque chose d'intéressant. Il y a aussi des plans d'action. Alors ça dépend des secteurs d'activité, mais il y a des gens qui ont des plans d'action extrêmement détaillés, rédigés et partagés. Et ensuite, tiens, là, pour attaquer un compte bidule, il faut que toi, tu fasses ça, moi, je fasse ça, et qu'il y ait quelqu'un d'autre qui fasse encore ça. Est-ce que ça, c'est partagé? Est-ce que c'est bien orchestré? Et il y a des choses qui sont intéressantes. J'avoue que notre webinaire touche un petit peu à sa fin et c'est fort dommage pour certains d'entre vous parce que vous aviez des questions très intéressantes. Je vais peut-être te tirer un peu un boulet, Hervé, mais j'encourage tout le monde à te poser la question sur LinkedIn. Je vous encourage aussi à nous envoyer vos questions par mail si besoin est. On a une adresse email disponible sur le site, mais je vais essayer de vous la dire à haute voix et peut-être que Fanny pourra la mettre sur le chat marketing@topto.fr et je serai ravi de centraliser vos questions et peut-être d'en faire
un document un petit peu partagé puisque vous étiez inscrit avec je vais demander pour LinkedIn Hervé, avec votre email au webinaire. Hervé, est-ce qu'on a le droit de partager ton lien LinkedIn sur le chat? Du coup, si Fajin peut avoir la gentillesse de partager non seulement l'adresse email, merci beaucoup, mais aussi le profil LinkedIn d'Hervé qui va du coup crouler un petit peu sous les demandes cette semaine, peut-être pendant 2 semaines. J'en suis fort désolé. On pourra du coup peut-être répondre un petit peu plus à vos questions. Une question offerte par personne. Il faut ensuite essayer de maximiser sa rémunération variable. Donc, merci à tous pour toutes vos questions, pour votre participation, pour votre interaction au fur et à mesure de ce webinaire. Je sais bien que quand on pose des questions plus individuelles, le nombre de participants baisse, mais vous avez été très nombreux au fur et à mesure de cette conférence en ligne. Et je vous remercie. Bon, bien sûr, je vous remercie avant tout, mais je vous remercie quand même surtout Hervé pour la qualité des réponses que tu as préparées. C'était déjà un plaisir de faire toute cette répétition qui est encore plus longue que ce webinaire il y a une semaine. On n'avait pas les questions et réponses. Donc je sais que tu as encore beaucoup de spécificités sur ce sujet, malgré toute l'exhaustivité que tu as mis dans chacun de tes retours, notamment sur la loi du partage de la valeur, d'ailleurs, dont on sera peut-être amené à reparler un jour, ou vous de votre côté. Donc je vous invite à suivre Premium également sur LinkedIn, et si ce n'est pas juste Hervé peut-être. Merci à tous, et on se dit peut-être à bientôt sur un nouveau contenu up to.